Salut Clara, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va. Je sais pas si t'as vu le dernier truc de Kim Kardashian là, qu'elle a posté sur ses réseaux sociaux. Non, j'ai pas vu, c'est quoi? Elle a fait, tiens-toi bien, un contrat pour son fils pour sa chaîne YouTube. Mais non. Si, je te jure. N'hésite pas à aller voir, mais je me demandais si tu voulais pas un petit peu enquêter pour en savoir un petit peu plus sur ça, parce que je me pose une question de savoir si c'est vraiment possible de faire un contrat pour son fils qui est mineur pour qu'il puisse avoir une chaîne YouTube. Bah écoute, c'est hyper intéressant. J'ai un avocat dans mes contacts. Tu sais quoi? Je vais aller le voir et je te dis. Ok, bah nickel. Hâte d'en savoir un peu plus. Ça marche. Bisous! Salut! Salut les gens d'internet, bienvenue dans Story Privée, ton accès VIP pour comprendre les dessous des réseaux sociaux. Avant de commencer, n'hésite pas à partager notre story privée à tes amis, à liker cette vidéo, à nous laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous pensez de ce nouveau format et puis à vous abonner parce que ça nous aiderait vraiment à développer ce format. Au début du mois de septembre, il y a une actualité qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Vous connaissez sûrement la star Kim Kardashian, et bien vous savez aussi qu'elle a plusieurs enfants. Et elle a décidé de faire signer un contrat à son fils Saint, qui a 8 ans, pour qu'il puisse ouvrir une chaîne YouTube. Donc dans sa story Instagram, elle a publié le dit contrat. Donc en fait, c'est une simple feuille de papier A4 où ils ont tout rédigé à la main et signé l'un et l'autre. Donc c'est un contrat plutôt simple qui regroupe pas énormément de clauses en réalité, mais c'est juste en fait un accord entre Saint et sa mère sur ce qu'il a le droit et ce qu'il n'a pas le droit de faire s'il veut ouvrir et conserver sa chaîne YouTube. Parmi les clauses qui sont énoncées dans ce contrat, on retrouve le fait de ne pas filmer des faits personnels, que ce soit à propos de lui ou à propos de sa famille, qu'il n'a pas non plus le droit de filmer sa sœur North quand elle fait de la musique, parce que je ne sais pas si vous savez, mais la plus grande de la famille de Kim Kardashian est en train de se lancer petit à petit dans la musique, ou encore de faire vérifier toutes ses vidéos par un adulte avant de les publier. Bien évidemment, Kim Kardashian, elle va garder le dessus sur cette chaîne YouTube, c'est-à-dire qu'elle se réserve le droit de soit supprimer complètement la chaîne et les vidéos, ou bien de rendre le contenu privé. À noter aussi que Kim Kardashian, comme je vous ai dit précédemment, elle a aussi sa plus grande North, qui elle aussi fait déjà des vidéos, mais plutôt sur TikTok. Je sais pas si vous les avez déjà vues passer, mais c'est plutôt du contenu drôle, où elle se maquille, où elle fait des blagues, etc. Et toutes ces vidéos-là aussi sont également contrôlées par sa mère. On la voit d'ailleurs souvent apparaître dans ces TikTok-là. Et souvent, les commentaires sont désactivés pour justement éviter qu'elle subisse de la haine et garder vraiment le contrôle sur son contenu en fait. Et en quelques semaines, la chaîne YouTube du jeune garçon, elle a obtenu près de 30 000 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Son contenu, il est clairement basique et ça ressemble à ce qu'un enfant de 8 ans pourrait publier. Donc on a des vidéos désordonnées, on a des vlogs, on a des pubs qu'il fait pour ses copains. On a aussi des vidéos sur des jeux vidéo comme Roblox. Et il fait aussi bien du contenu long que des shorts. Et ces vidéos, elles cumulent quand même pas mal de vues. Et ça fait également beaucoup réagir. Il faut savoir qu'en France, les moins de 13 ans ont interdiction de s'inscrire sur un réseau social, peu importe lequel. Mais alors, comment ça se passe pour les enfants influenceurs? Parce que je pense que vous avez des profils en tête d'enfants, de mineurs qui ont moins de 17 ans, qui ont moins de 13 ans, qui publient des vidéos sur les réseaux sociaux, que ce soit à travers le compte de leur famille ou que ce soit leur compte personnel. Pour répondre à toutes ces questions et surtout pour comprendre les enjeux qui se passent derrière, j'ai décidé d'aller rencontrer Raphaël Molina, qui est un avocat spécialisé dans la creator economy, pour en apprendre plus sur ce phénomène. Vous venez avec moi ? Hello. Merci. Alors, je suis en compagnie de Maître Raphaël Molina. Je vais te laisser te présenter, c'est peut-être plus simple. Donc, je suis Raphaël Molina, je suis avocat au barreau de Paris et j'ai cofondé le cabinet Influxio Avocat, qui est un cabinet spécialisé dans ce qu'on appelle aujourd'hui la creator economy. Est-ce que tu sais pourquoi je viens te voir aujourd'hui? Ouais, j'ai une petite idée. C'est pour tout simplement parler un peu d'un sujet qui est de plus en plus crucial, c'est enfants et influence.
Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, en ce moment, il y a eu un fait un petit peu surprenant sur les réseaux sociaux, c'est que la star Kim Kardashian, elle a fait signer un contrat à son fils de 8 ans pour qu'il ait l'autorisation de s'inscrire sur YouTube. Mais déjà, est-ce que lui, à 8 ans, il a le droit de s'inscrire sur YouTube? Alors normalement, il n'a pas le droit, en droit français en tout cas. Normalement, il faut avoir 13 ans pour le faire. S'il y a un contrat qui a été fait avec Kim Kardashian, c'est que je pense qu'il est en dessous de l'âge légal pour le faire. Elle a 8 ans. Et donc, en fait, si tu veux, t'as 6 clauses, en fait, au contrat. Donc, la première, c'est « Je ne suis pas autorisée à commenter des informations familiales personnelles ». D'accord. Jusque-là, ça le fait. Je ne suis pas autorisée à filmer des informations personnelles. Donc, je pense que là, ça le concerne lui. Je ne suis pas autorisée à filmer pendant que North enregistre de la musique. Donc, c'est sa sœur qui suit les traces de son père. Je dois montrer à ma mère ou à mon tuteur toutes les vidéos avant de les publier. Je donne la permission à n'importe quel adulte si ma mère me demande de supprimer ma vidéo pour quelque raison que ce soit. N'importe quel adulte, c'est très très large. Hein. C'est vraiment, je trouve que c'est un peu abusif quoi pour lui parce que c'est clairement n'importe qui. Ça peut être en dehors de son cercle familial qui peut lui demander simplement de supprimer la vidéo. Donc même quelqu'un qui met un commentaire qui a plus de 18 ans, ça veut dire que potentiellement il pourrait lui demander de supprimer la vidéo. C'est assez étonnant. Et après, on a « Si je ne respecte pas toutes les règles, maman pourrait rendre ma page privée ou supprimer mon compte. » C'est rédigé comme ça le contrat vraiment? En fait, elle l'a mis dans sa story Instagram et en fait, il l'a rédigé à la main, le petit. Et t'as vraiment l'image du I, North, machin, et il décrit le truc, quoi. Je pense que c'est plus de la communication que véritablement un contrat. Peut-être que c'est écrit très sincèrement. À mon avis, c'est plus c'est plus des petites règles qu'ils ont mis en place avant qu'ils se lancent. Mais à mon sens, c'est pas vraiment un contrat formel. Je pense que c'est surtout de la communication et en plus pour faire réagir, puisque ça fait réagir tout le monde, quoi. Il y a cette notion vraiment d'enfant star qu'on met sur les réseaux et qui dépend entièrement de ses parents sur sa conduite à tenir. Et on sait aujourd'hui que les enfants sur les réseaux sociaux, c'est ce qui rapporte le plus d'argent finalement. Sur YouTube, on a des énormes stars comme Ryan, tu sais, celui qui a il a plus de 30 millions d'abonnés, c'est un enfant, une des principales stars de YouTube, et il fait du contenu d'enfants pour d'autres enfants. Donc c'est vraiment spécifique. Et donc il a quand même 22 000 abonnés, 118 vidéos, et en fait on voit que c'est, tu vois, on voit que c'est un contenu d'enfant. Enfin, je veux dire ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est ça, c'est du jeu vidéo, c'est en fait là on voit bien qu'on a affaire à un enfant de 8 ans qui veut montrer sa passion. Et là par exemple, là on le voit. Je pense. C'est un vlog. Mais là, je sais pas si on a la notion quand même YouTube Kids, donc est-ce que... Une application conçue spécialement pour les enfants. En fait, le contenu d'enfants sur les réseaux n'est pas, en France, il n'est pas interdit. On peut évidemment mettre en scène des enfants dans un contenu. Par contre, est-ce que un enfant a le droit de s'inscrire lui-même sur les réseaux sociaux, donc d'avoir une certaine indépendance sur ce qu'il publie. Et là, nous, en France, en tout cas, on met cette limite de 13 ans en dessous duquel on considère que tout simplement, t'es trop jeune pour créer du contenu. Le problème, si tu veux, c'est que à mon sens, comme j'interprète aujourd'hui la loi, c'est pour empêcher que des enfants publient du contenu finalement qui serait du contenu dangereux même pour eux-mêmes, parce qu'ils ont évidemment pas la maîtrise que peut avoir un adulte sur le contenu, et surtout on sait évidemment le public que ça offre de publier sur une plateforme comme YouTube, et donc par conséquent ça peut créer un danger pour l'enfant. Voilà. Et après, même pour sa réputation, potentiellement, plus tard, quand il sera adulte. Je vais te poser... Ah ouais, d'accord, t'as sorti même les... D'accord. Je vais te donner des affirmations. Et toi, tu vas devoir me dire si c'est vrai ou faux, et m'expliquer pourquoi. D'accord. Donc moi, j'ai noté aussi si c'était vrai ou faux. Comme ça, on peut peut-être comparer. Ok. Donc c'est parti. Vrai ou faux? Un enfant influenceur ne peut pas légalement être rémunéré directement. Et les revenus doivent être gérés par les parents ou tuteurs. C'est vrai et faux. Donc, je vais mettre ça, voilà. Parce que oui, effectivement, l'enfant ne peut pas être rémunéré directement, mais l'argent, en fait, va transiter par la caisse de dépôt et de consignation, qui est l'entité, une entité publique sur laquelle les sommes vont être versées, et ensuite elles vont être consignées jusqu'à sa majorité.
Et effectivement, c'est ces parents qui ont le droit de regard sur ces sommes qui sont déposées à la caisse de dépôt et de consignation, mais le véritable gestionnaire des sommes, c'est la caisse de dépôt. Vrai ou faux, les contrats publicitaires avec les enfants influenceurs doivent toujours être validés par un juge avant d'être exécutés. Non, c'est faux. Voilà. Je vais jusqu'au bout du truc. Voilà, c'est faux. Non, non, ça, il y a pas besoin. Par contre, il y a l'obligation, la plupart du temps, de passer par une agence de mannequins. L'agence de mannequins va faire un contrat, entre, l'agence et la marque qui désire, pouvoir engager un enfant dans le contenu. Donc en fait, l'agence va servir d'intermédiaire entre l'enfant et la marque. Et pourquoi les agences de mannequins? Parce que les agences de mannequins, aujourd'hui, c'est des organismes qui ont un agrément de la préfecture pour pouvoir faire travailler des enfants, des mannequins enfants. Mmh. Et le législateur a considéré que c'est ce qui se rapprochait le plus d'un enfant influenceur. Et par conséquent, la législation a donné ce pouvoir aux agences de gérer, de faire l'intermédiation entre les marques et les enfants. Donc aujourd'hui, les enfants qui sont sur les réseaux sociaux, qui apparaissent dans des contenus publicitaires sur les réseaux sociaux, sont considérés comme des enfants mannequins. Est-ce que les enfants influenceurs doivent toujours déclarer lorsqu'un contenu est sponsorisé? Oui, c'est vrai. Normalement, donc ils n'ont pas le droit de s'inscrire en dessous de 13 ans, donc normalement ils n'ont pas de compte. Et au-dessus de 13 ans, ils sont soumis, comme les adultes évidemment, à l'obligation de mentionner la collaboration commerciale, toujours dans un souci de transparence vis-à-vis du consommateur. Est-ce qu'un enfant influenceur a le droit de demander à ce que ses vidéos soient retirées des plateformes des réseaux sociaux une fois qu'il a atteint l'âge de la majorité? Alors oui, alors c'est vrai. L'enfant a le droit à ce qu'on appelle un droit à l'oubli. Donc il a le droit de demander aux plateformes d'effacer tout contenu sur lequel il apparaissait et sur lequel il avait potentiellement pas vraiment de droit de regard, puisqu'il était pris en vidéo à un âge où son consentement n'était pas possible ou alors pas éclairé. Et par conséquent, il a ce fameux droit à l'oubli qui a été instauré par la loi de 2020 de Bruno Studer. Les parents aujourd'hui ont une véritable responsabilité quant au contenu qui est publié par les enfants sur les réseaux sociaux, qui est publié par eux et qui mettent en scène leurs enfants. Ils ne peuvent pas, si tu veux, intenter à leur dignité, à leur vie privée, de manière qui pourrait aller au-delà de ce que l'enfant finalement pourrait accepter s'il était adulte. Et donc par conséquent, la législation récemment a consacré ce droit à la vie privée de l'enfant et a permis justement à un juge aux affaires familiales de se pencher sur la question en cas de problème, en cas de signalement de la part de n'importe qui finalement. Et le juge peut aller jusqu'à retirer l'autorité parentale sur ce sujet précis à l'un des parents pour l'empêcher de faire du contenu avec son enfant qui irait à l'encontre de sa dignité, de sa pudeur, voilà. Si un enfant influenceur travaille plus de 5 heures par jour pour créer du contenu, ses parents sont responsables de toute infraction aux lois sur le travail des mineurs. Alors en fait, la durée légale d'un enfant sur les réseaux sociaux, sur des contenus, il varie en fait en fonction de l'âge de l'enfant. Plus il est jeune, plus évidemment ce temps de présence sur les réseaux sociaux, sur les contenus, va être faible. Et plus il va être âgé, évidemment, plus il pourra être large. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants en très bas âge, évidemment, ils vont pouvoir faire que quelques heures de contenu maximum par jour. Et en tout état de cause, quand un enfant a moins de 3 mois, il ne peut pas apparaître sur des contenus. Voilà, donc là, il y a une interdiction formelle N'importe quel contenu? en dessous, voilà, sur les formats publicitaires. Ok, voilà. En dessous de moins de 3 mois, ils ne peuvent pas apparaître sur les formats publicitaires. Un enfant influenceur n'a aucun droit de regard sur l'utilisation de son image tant qu'il est mineur. Alors, c'est vrai et faux. Ok. C'est vrai et faux, parce que, en fait, en dessous de 13 ans, tu n'as pas à donner ton autorisation pour faire du contenu en tant qu'enfant. Ok. C'est à partir simplement de 13 ans, on va devoir rechercher l'autorisation de l'enfant quand il apparaît sur un contenu. Mais en dessous de 13 ans, on considère que l'enfant n'est pas capable finalement de donner son accord éclairé
sur est-ce qu'il apparaît ou pas sur le contenu, et c'est à partir de 13 ans où on va le solliciter justement pour, voilà, pour tout simplement apparaître sur un contenu. Il faut qu'il donne cette autorisation. Les plateformes comme YouTube ou Instagram ont l'obligation légale de protéger les enfants influenceurs contre la surexposition en ligne. Alors, c'est vrai, ils ont quand même des obligations aujourd'hui légales de s'assurer effectivement déjà que les enfants de moins de 13 ans ne puissent pas s'inscrire, normalement. Et ils doivent quand même avoir des chartes qui soient mises à la disposition du public sur la manière dont ils traitent justement la question de l'enfance sur leur plateforme, et ils doivent normalement signaler si jamais aux autorités, si jamais manifestement il y a un contenu qui va à l'encontre encore une fois de cette fameuse dignité de l'enfant. Ils doivent modérer le contenu, ils doivent même aller jusqu'à le supprimer. Ouais. Donc, ce qui pourrait, comment dire, être du contenu, ce qu'on appelle manifestement illicite, en tant que plateforme, ils ont l'obligation de modérer et de le supprimer, soit par leur propre signalement en interne, via des algorithmes, soit via des signalements qui sont faits de la part d'utilisateurs. Il y a toujours matière à pouvoir passer cette fameuse limite des 13 ans, quoi, même s'ils mettaient quelque chose de beaucoup plus strict. Moi, je me dis que peut-être ce serait dissuasif, parce que je sais que Hugo le font avec l'IA, tu vois. Ouais. Et je pense que ça pourrait au moins... Oui, il pourrait y avoir un contrôle au faciès avec une analyse, carte d'identité, vérification que la carte d'identité soit bien liée au visage que tu vois. Mais je suis même pas sûr que les plateformes aient envie de jouer le jeu, parce que ça serait trop contraignant, je pense, pour elles. Donc, tant qu'elles n'y sont pas formellement contraintes, je suis pas sûr que ça évolue beaucoup dans ce sens-là. Les enfants influenceurs sont soumis à des règles publicitaires plus strictes que les adultes. Pour le coup, c'est faux. Il n'y a pas de disposition spécifique sur le fait que les enfants ne peuvent pas faire tel ou tel type de publicité. Donc là, pour le coup, ils sont vraiment soumis aux mêmes obligations que les adultes quant au type de produits qu'ils peuvent promouvoir. Alors évidemment, typiquement l'alcool, pour prendre cet exemple, évidemment, ils peuvent pas en faire la promotion puisque eux-mêmes n'ont même pas le droit normalement d'en consommer. Et évidemment, le public qui va les regarder, c'est des mineurs. Mais est-ce que au niveau des marques, il y a quand même une différence quand on fait une collaboration avec un adulte plutôt qu'un mineur? Tu veux dire dans le contenu qui est fait? Bien sûr. Même dans le contrat. Alors dans le contrat, pas forcément, parce que le contrat est différent puisque c'est un contrat vis-à-vis de l'agence de mannequin. C'est pas un contrat entre la marque et l'enfant. C'est vraiment, donc le contrat, oui, est différent. Par contre, sur les contenus, ils n'ont pas d'obligation sur la publicité elle-même, le format de la publicité, ils n'ont pas d'obligation spécifique. En revanche, évidemment, quand ils prennent des enfants, c'est pour faire des contenus qui sont différents que ceux des adultes, mais il n'y a pas de législation quant à la forme que doit prendre la publicité elle-même. C'est tout pour le vrai-faux. Maintenant, on va passer à la dernière story de ce format. Alors en fait, c'est très simple. On a demandé à ChatGPT de nous générer 5 préjugés sur les enfants influenceurs, et on a bien évidemment précisé que tu étais avocat. Je vais te dire les 5 préjugés. Il y en a peut-être où tu vas avoir rien à me dire, mais il y en a d'autres où tu peux peut-être apporter tes lumières. Donc la première, c'est que les enfants qui sont sur les réseaux sociaux, souvent ils sont exploités par leurs parents. Ça peut arriver. Ça peut arriver, c'est pour ça que la loi est là pour encadrer tout ça. Tous les parents n'exploitent évidemment pas leurs enfants, même la vaste majorité n'exploite pas leurs enfants, juste ils les mettent en scène, mais effectivement, il y a des risques de débordement qui existent, et vu que le travail des enfants est en principe interdit, il faut que ça soit encadré vraiment strictement et dans un cadre très délimité. Alors ces enfants-là, en publiant du contenu sur les réseaux sociaux, en passant leur temps à faire du contenu, ils perdent leur enfance. Je pense que non, si c'est fait avec parcimonie et que ça n'en devient pas une quasi-profession dès le départ, où là, effectivement, on les met au travail finalement. Et cette surexposition aux réseaux sociaux, on ne sait pas bien, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de recul pour savoir qu'est-ce que ça va entraîner dans le futur pour ces enfants en termes de conséquences psychologiques. Ça va être intéressant de voir dans les années à suivre si on va avoir vraiment des personnes qui vont avoir des problèmes liés à ça, du fait qu'ils ont été surexposés sur les réseaux étant enfants. Ensuite, on a que ces enfants, ils comprennent pas l'impact de leur présence en ligne.
Oui, je pense. Pour la majorité, c'est très difficile et même pour des adultes de se rendre compte qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui nous regardent. On a 7, 8 ans, on n'est pas capable de savoir qu'est-ce que c'est que 200 000 personnes qui vont nous voir, jouer, dans un bac à sable. Le dernier préjugé, c'est que ces enfants-là sont mal préparés à la vie, parce que justement, ils sont Mmh. trop à l'intérieur des réseaux sociaux, quoi. Je pense que, l'impact des réseaux sociaux sur le développement des enfants, je pense qu'on a du mal à le calculer aujourd'hui. Et je ne pense pas qu'il soit positif. On n'a qu'à le voir avec les TikTok et Instagram. Aujourd'hui, il y a un effet qui est addictif, extrêmement addictif, peut jouer sur leur développement, sur leur éducation. Les enfants qui ont moins de 10 ans aujourd'hui, qui sont nés avec TikTok, ça va être encore autre chose que ceux qui sont déjà un peu plus âgés, qui n'ont pas forcément connu TikTok dès leur petite enfance. Cette pression des algorithmes, on est simplement en train de la découvrir et les enfants, il faut se dire qu'ils vont, vivre avec. Ça y est, je suis de retour au bureau. En tout cas, merci beaucoup à Raphaël Molina de nous avoir accueillis dans ses bureaux et d'avoir pris de son temps pour nous expliquer ce phénomène des enfants influenceurs. Et je vous mets toutes les informations dans la description si jamais vous voulez aller le suivre. Si vous êtes toujours là, n'oubliez pas de vous abonner pour qu'on puisse développer notre chaîne et développer aussi ce format, à liker cette vidéo, à partager notre story privée à vos amis pour que le plus grand nombre puisse bénéficier de ces informations et surtout à nous laisser un petit commentaire parce que nous, on adore vous lire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que de toute façon, la présence des mineurs sur les réseaux sociaux, elle fait énormément de débat. Ça fait toujours réagir parce qu'on se pose toujours la question de est-ce qu'on a les parents derrière, est-ce que les enfants ont vraiment la volonté de créer du contenu, comment ça se passe les collaborations avec les marques. Quoi qu'il arrive, ça fait parler parce qu'en fait c'est très récent. On n'a pas encore assez de recul pour comprendre comment ça va se répercuter sur la santé mentale des enfants, leur développement personnel, etc. Parce que rappelez-vous que seulement 10 ans en arrière, ce qu'on appelle maintenant les créateurs de contenu, à la base s'ils se lançaient sur YouTube, Instagram, etc., Musical.ly à l'époque, c'était pas pour forcément les mêmes raisons. C'était pas pour en faire un métier. C'était vraiment pour vivre de leur passion. Et aujourd'hui, il y en a qui se lancent aussi pour en faire un véritable métier parce que c'est un secteur qui se professionnalise de plus en plus. Et il y a aussi tout un business qui se cache derrière certaines familles qui mettent en avant leurs enfants parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un contenu qui fait parler, qui est beaucoup regardé et qui plaît aussi d'un certain côté. Et donc ce sujet-là, il a fait l'objet de pas mal d'études et de documentaires justement pour explorer un peu ce phénomène-là. En tout cas, une chose est sûre, c'est que sur Internet, ne l'oubliez jamais, rien ne s'efface jamais. Il y a toujours des traces. Il est donc primordial pour les mineurs qui s'inscrivent sur les réseaux sociaux d'être vraiment accompagnés et supervisés par un adulte pour qu'ils puissent prendre conscience des enjeux que ça représente de s'exposer sur les réseaux sociaux. Et même parfois, en tant qu'adulte, on s'en rend pas bien compte. Et comme je vous l'ai dit précédemment, avec du temps et du recul, ça pourrait être vraiment intéressant de voir en fait l'impact que peuvent avoir cette exposition sur les réseaux sociaux sur le développement d'enfants. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à nous écrire en commentaire et à nous donner des conseils ou nous donner des idées de sujets que vous aimeriez qu'on traite. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle story privée.